Salut à tous, c'est Luc Le Gonidec et bienvenue à Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passé, présent, futur. Aujourd'hui, alors, émission un peu spéciale parce que ce n'est pas un RVLT à proprement parler, ni forcément une virgule. C'est une interview que j'ai fait avec Gabriel, donc Gabriel qui a la chaîne Novacorp. Novacorp qui est une chaîne YouTube en fait d'analyse de pop culture qui est vraiment excellente, je vous conseille de vous abonner directement. Et je l'avais reçu pour le podcast Le début de la fin sur la série Six Feet Under. Un échange magnifique parce qu'il avait des choses vraiment intéressantes à dire et en plus de ça en fait j'ai pu l'interviewer pour son projet, donc en plus de sa chaîne YouTube en fait il va lancer il est déjà dessus depuis quelques années, vous le verrez dans l'interview, mais il va lancer le crowdfunding de son jeu de rôle en fait qui s'appelle Doxa. Et donc l'interview là on a à peu près, je crois que ça va durer à peu près une bonne heure. Donc il va parler en fait de son projet, de ses influences, de qu'est-ce que le cyberpunk et le post-cyberpunk, voilà, plein de choses assez intéressantes et assez pointues pour aider si le projet vous intéresse par rapport à Gabriel et Doxa, le jeu de rôle. Vous aurez tous les liens dans l'épisode pour y accéder directement et pouvoir suivre l'avancée du projet et surtout le financement participatif qui commence début mars. Donc si vous voulez participer, vous aurez tous les liens nécessaires pour ce faire. Voilà. Allez, je vous laisse, on se dit à la semaine prochaine et je vous laisse écouter cette interview. Alors, je suis avec Gabriel Jean, vidéaste derrière la chaîne Novacorp sur YouTube, chaîne d'analyse sur la pop culture. Bonjour Gabriel. Bonjour, la meilleure chaîne. La meilleure chaîne YouTube sur l'analyse de pop culture, bien sûr, on peut dire ça. Toutes les chaînes YouTube. De toutes les chaînes YouTube. Alors, tu lances ton projet de jeu de rôle Doxa que tu développes depuis 5 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé de te lancer dans un projet de créer un jeu de rôle, justement ? Alors déjà, c'est pas que mon projet. Ouais. C'est le projet de Ephraim Bélier également. Visionnaire, personne extrêmement talentueuse, nous a poussé à créer le jeu de rôle. En fait, c'était il y a longtemps, donc il y a 5 ans à peu près. Alors, j'étais encore au lycée, c'était un projet qui a commencé, qui était très immature. Bien sûr, et le début des idées, après, c'est normal. Oui, le but, c'est de savoir transformer cette idée de base dans quelque chose de professionnel, quoi. Avec Ephraim, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on jouait à des jeux de rôle à l'époque et on a détourné en fait Final Fantasy pour en faire un jeu de rôle qui était à la base Final Fantasy Doxa. J'avais créé un univers à la base qui était dans Final Fantasy et on jouait, on s'amusait bien, mais à un moment on s'est dit tiens, ça serait cool qu'on aille plus loin que ça et qu'on aille plus loin que Final Fantasy parce que c'est un univers, enfin nous on a envie d'avoir le nôtre en fait. Ouais, de créer votre propre univers. On a eu cette base là, maintenant on passe sur autre chose. On va créer notre univers à nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette campagne de scénario qu'on avait fait qui se passait en l'an 1000, tu vois, mais on a accéléré de 1000 ans en plus, c'est limite un autre univers. On a gardé en fait des principes de base, on a gardé un peu la carte, les races, l'univers un peu, mais on l'a juste pris dans un autre contexte que celui de Medieval Fantasy comme on connaît pour Final Fantasy, quoi. Donc plutôt dans quel type d'univers là vous avez créé ce jeu ? Cyberpunk. Ouais. Mais finalement on se rapproche plus de Final Fantasy 7 finalement. Tout le monde nous le dit à chaque fois qu'on regarde l'illustration. C'est super, on dirait Final Fantasy 7. Ouais, c'est ça. Alors qu'à la base, les mégacités qu'il y a dans Doxa viennent plus du métropolis de Rintaro. Ouais, et là en fait beaucoup de personnes vous comparent ça à Midgar, la cité cyberpunk dans Final Fantasy 7. Oui, c'est ça. Mais évidemment, il y a eu de l'inspiration parce que sur Doxa, il y a une ressource qui s'appelle l'éther qui ressemble énormément à l'énergie Mako, clairement. Nous, c'est ça. L'énergie de la Terre, ouais. Oui, c'est ça. C'est exactement la même chose finalement, c'est juste un autre nom. Autour de l'enceinte de Mégacité, il y a des réacteurs, c'est des réacteurs d'éther et pas des réacteurs Mako, tu vois. Donc oui, le principe d'une enceinte et d'avoir des réacteurs viennent de Final Fantasy VII. Mais finalement, l'organisation de comment c'est géré et tout ça, finalement, comment les gens traitent l'éther, comment les gens utilisent, là, clairement, c'est très différent, quoi. Donc bref, pour y revenir, on était parti de ce projet-là. Ouais. Et à partir de là, en fait, on s'est dit, on a vraiment ce jeu de rôle, il s'appelle vraiment Doxa, c'est plus Final Fantasy Doxa, on va bosser à fond dessus, on va être pro. Et on va faire ce qu'on peut pour être pro, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que c'est le milieu du jeu de rôle. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été le plus de conventions possible. Le jeu de rôle, on a été dans le plus d'associations possible, on allait dans toutes les associations, parce que nous on est à Poitiers, toutes les associations de jeux de société, de jeux de rôle, pour voir comment les gens jouent au jeu de rôle à d'autres jeux de rôle, comment les gens voient le monde du jeu de rôle. Étudier le game design des jeux de rôle aussi. Exactement. Ouais. Et aussi leur présenter Doxa, qu'est-ce qu'ils en pensent pour des gens qui connaissent en fait.
avoir des retours. Et le but, c'est justement de sortir de Poitiers, d'aller voir sur des conventions et tout ça. Bien sûr, ouais. Bah aussi, c'est très important de prendre des contacts aussi. Oui, c'est ça. Pour justement faciliter le développement. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire, on verra ça plus tard, mais effectivement, c'est peut-être aussi bien de prendre des contacts pour savoir dans quel chemin on peut aller quoi, pour développer plus facilement le jeu. Quoi. Oui, c'est ça. Et on a rencontré des auteurs qui nous ont beaucoup aidés, qui peut-être ne s'en rendent pas compte, mais rien que dans le fait de nous avoir fait des petits retours parfois, nous ont grandement aidés. Moi, je pense à l'auteur de Shan Renaissance, qu'on a croisé en convention. On lui a présenté notre démo à l'époque, une toute première qu'on ne distribue plus parce qu'on n'est pas fier d'elle. Et lui, il nous a fait un retour et il nous a dit... sur un petit mail, voilà, peut-être que ça pourrait être amélioré en allant dans cette direction-là. Et en fait, on a suivi ces conseils-là, et je pense qu'il s'en rend peut-être pas compte, mais ce gars-là, il a complètement changé la façon dont le système de jeu il allait. À ce point-là, c'est vraiment ouais, ça a chamboulé vraiment la direction du jeu. Quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, en faisant des conventions, on a rencontré des auteurs qui avaient des avis qui étaient super intéressants. On a rencontré aussi les lecteurs, les joueurs, en fait. Qu'est-ce qu'ils pensent du jeu ? Parce qu'il y a des fois, on a fait des conventions, ça s'est extrêmement bien passé. Il y a d'autres fois, on a fait une partie et ça marchait pas. Du coup, avec Efra, on se pose, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que ça vient du jeu ? Est-ce que ça vient de notre performance ? Parce que tu sais, le jeu de rôle, normalement, c'est toi qui mènes. C'est le maître, ouais. Des fois, tu as des bons jeux de rôle, tu as des mauvais MJ. Du coup, on se disait, est-ce que ça vient de nous, en fait ? Et la plupart du temps, ça venait plus du jeu, finalement. Ouais, après, vous réétudiez qu'est-ce qui a merdé, quoi. Oui, voilà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé des éditeurs. Qu'est-ce qu'il faut pour... La question, c'était qu'est-ce qu'il faut pour éditer un jeu de rôle, en fait ? Quels sont les critères que vous avez besoin ? Quelles sont les démarches aussi ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que nous, on a besoin de faire et combien aussi, j'imagine ? Il y a beaucoup aussi, il faut avancer des fonds peut-être aussi ou... Pas forcément. Nous, c'est une question qu'on s'est posée que très tard. Nous, on se concentre d'abord à créer un bon jeu et après, on voit combien on a besoin de le faire parce que si on se pose des questions financières d'abord, ça peut impacter notre façon dont on va créer le jeu. Ouais. C'est pas ce qu'on veut. Vous voulez pas mettre de limite, quoi. Voilà, c'est ça. Nous, quand on allait voir des éditeurs pour leur poser des questions, c'était plus... comment est-ce qu'on construit une Bible, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour vous présenter le jeu. Comment est-ce qu'on construit une démo, quelles sont les qualités que vous cherchez dans un jeu de rôle. Après, pas forcément pour être édité chez eux, mais nous, pour voir un peu qu'est-ce qui se fait, parce que justement, on était ados, on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle professionnel. Nous, on a joué au jeu de rôle parce qu'on était fan, comme tu peux être fan de n'importe quel jeu, mais entre passer de créer un jeu de jouer à un jeu et le créer, c'est tout un autre monde, en fait. Et nous, on posait plus des questions de comment il se crée finalement. Et ça nous a beaucoup aidé. En off, tu me disais que c'était une question que tu me posais souvent et que tu ne savais pas comment y répondre, justement. Ouais. Qu'est-ce que le post-cyberpunk ? Donc l'univers dans lequel s'installe Doxa. D'ailleurs, est-ce que tu peux raconter un petit peu l'histoire de Doxa, d'ailleurs ? Oui, carrément. Doxa, c'est un jeu de rôle où on va beaucoup explorer le thème de la dualité, en fait. Dans Doxa, tu vas trouver des mégacités qui vont être une société qui va être futuriste, du coup pour le coup cyberpunk. Mais ces mégacités là se sont enfermées à travers de grands murs en privatisant la ressource de l'éther, en faisant un monopole. En privatisant cette ressource, ils ont empêché le monde extérieur de Doxa de pouvoir se développer. Donc on appelle le monde extérieur HZ2, donc hors zone éthérée. Et ce monde HZ2, correspond à 80% de Doxa. Et dedans, les gens vivent encore à l'âge des châteaux parce qu'ils n'ont pas pu... avoir le développement aussi rapide que les mégacités. Donc en fait, sur Doxa, on va constamment mettre en parallèle la question du futur et du médiéval fantastique, mais pas d'un point de vue manichéen. En fait, tout le but de Doxa, ce n'est pas de dire il y a du bien, il y a du mal, il y a des cyberpunks et il y a des gens qui sont super gentils. Voilà. C'est pas le... En fait, le bouquin, justement, si vous êtes un peu renseigné, normalement, vous savez que on ouvre notre couverture en fait est en noir et blanc sur un samouraï qui fait face à une espèce de machine et quand on retourne le livre, c'est la même composition, c'est encore un samouraï face à un tank, mais cette fois en couleur. Et en fait, on pourrait se dire tiens, c'est très manichéen en fait. On a le passé d'un côté, on a le futur de l'autre, tu vois. Mais en fait, tout le but du livre, c'est d'expliquer, c'est de déconstruire ça en fait. Le but, c'est que tu prennes ce livre en main et tu te dis, tiens, comment ces univers peuvent fonctionner ensemble. C'est ça. Et justement, c'est tout le but de Doxa, c'est d'explorer cette zone grise, de voir qu'est-ce que c'est de jouer un personnage qui, en fait, dans Doxa, on va jouer un Ethered, qui, cet Ethered, est partagé entre une vie en mégacité et une vie en HZ2. Le problème, c'est que l'Ethered, il est constamment pourchassé par des chasseurs d'éther. Le seul moyen d'arrêter que ça se passe, c'est juste de devenir un peu plus fort. Pour devenir plus fort, il lui faut des puces. Mais les puces, il les trouve sur des endroits qu'on appelle les mystères.
Les mystères, il les trouve dans le monde extérieur. Il peut en trouver en mégacité aussi, mais c'est très dangereux parce que là-bas, il y a énormément garder, Voilà, c'est ça, il y a les chasseurs d'été, etc. Donc, tu peux le faire en mégacité. Il y a beaucoup de gens qui le font en mégacité, mais du coup, les gens sont partagés, en fait. Et l'Ethered, il est partagé entre vouloir avoir un peu d'argent pour pouvoir vivre quand même et justement ne pas se faire cramer le cul, comme on le dit dans le bouquin, en cherchant ces mystères du monde extérieur. La question du post-cyberpunk, parce que c'est vrai qu'on voit le livre, il y a marqué post-cyberpunk en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est pour vendre ? On a déjà eu ce commentaire. En fait, le post-cyberpunk, ça vient surtout du fait qu'on a une influence très présente des années 90. Le post-cyberpunk est né avec un auteur qui s'appelle Neil Stephenson, avec le livre Snow Crash, Samouraï virtuel. Le samouraï virtuel. En français. En français. Ok. Mais je préfère Snow Crash. C'est un peu plus cool. C'est quand même plus cool. Et en fait, c'est un livre qui s'oppose pas forcément au cyberpunk des années 80 de William Gibson et de Bruce Sterling, mais qui apporte une nouvelle vision. Et lui, son livre était très parodique. C'était une grande satire du genre où le héros, c'est n'importe quoi. Rien que son prénom, il s'appelle héros protagoniste. D'accord, oui. Par exemple, on en est là, ouais. Ok. Il y a un moment, Whitey, yours truly, qui est un prénom dans le livre, qui se fait enfermer dans une prison. Elle arrive dans la prison, elle se fait accueillir par des cow-boys qui adorent le western. Et alors, madame, je vais vous mettre les menottes, moi. C'est vraiment très débile, tu vois. C'est très parodique, en fait, du genre. Mais tout en étant... moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent parce que le cyberpunk, à la base, pose presque exclusivement, mais pas que, faut mettre des réserves sur ce terme-là, mais presque exclusivement sur l'impact de la technologie sur l'humain. Sur l'humain, ouais. Voilà. Le post-cyberpunk, ça va être un thème, mais ça va pas être le sujet principal. Le sujet principal de Snow Crash, oui, l'homme est sujet à l'accélération des technologies tout autour de lui, mais le thème de Snow Crash principal est presque le langage, en fait. Parce que, justement, c'est le langage, un parallèle entre le langage informatique et le langage sumérien, en fait. Comment est-ce que le langage pouvait avoir une certaine forme de virus, en fait, une propagation, comment les religions peuvent se propager entre eux, etc., à travers différents dialectes. Comment est-ce qu'en fait les virus qu'il pouvait y avoir dans l'ancien temps du langage peuvent se rapporter aux virus informatiques d'aujourd'hui, en fait. Et donc c'est un thème extrêmement intéressant. Neil Stephenson, de toute façon, c'est un scientifique, il s'entoure énormément de professeurs d'université pour créer ses bouquins. Donc malgré que ce soit quelque chose de parodique, c'est quand même quelque chose de... Il y a quand même du fond, quoi. Il y a un truc travaillé. Donc en fait, c'est un livre qui te surprend parce que tu l'ouvres et direct, tu rigoles, mais en même temps, ça te fascine, tu vois. Voilà, ok. Et c'est ça que nous, en fait, avec Doxa, on a voulu retranscrire parce que... tu ouvres et direct, t'es accueilli par ce personnage le plus atroce possible qui dit vraiment... Un gros connard. Ouais, non, c'est vraiment un gros connard, un gros fils de pute, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, ouais. non, mais c'est vrai, il n'y en a pas d'autre mot. En fait, on a essayé de faire le personnage le pire possible, mais ensuite, c'est le seul chapitre où il est là. Et en fait, tout le reste du livre sert à déconstruire pourquoi il pense comme ça. Donc en fait, t'es accueilli par quelqu'un qui est justement très satirique, comme un personnage qui pourrait sortir d'un livre de Neil Stephenson, qui finalement est déconstruit plus t'avances dans le livre. Après, le livre en lui-même est très drôle. On a essayé de beaucoup travailler sur l'humour, mais nous, on a aussi cette grande question du langage. Pas forcément comme Neil Stephenson pouvait l'avoir. C'est juste nous, la présence de la technologie est un peu mise de côté. Ouais. Enfin, elle est quand même là, justement. Les joueurs incarnent des personnages qui peuvent... C'est comme si les gens étaient habitués, en fait. Ça surprend plus, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. La technologie est un peu banale dans Doxa, finalement. C'est ce que je dis, la technologie n'est pas quelque chose que l'on veut, c'est quelque chose que l'on est. Oui. Voilà, point. Et il n'y a pas de question de est-ce que c'est bien ou c'est mal, on y est, c'est bon, maintenant il faut apprendre à vivre avec. Que nous, on a voulu beaucoup parler dans Doxa, c'était des questions de langage, mais plus d'un point de vue manipulation. En fait. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a énormément de censure démocratique, je sais pas ce que c'est, quoi. Vas-y, développe pour ceux qui ne savent pas. La censure démocratique, c'est... en fait, quand par exemple le gouvernement va faire énormément de réformes pour faire en sorte qu'une entreprise ne puisse pas parler. Par exemple, un cas concret, tu as une école. L'école, elle reçoit une réforme et
et elle se dit, OK, il faut que j'étudie cette réforme. Donc pendant 2 semaines, ils vont étudier quel est le sujet, ils vont essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent changer, etc. Et ils disent, mais cette réforme, elle me plaît pas. Nous, on veut changer les choses, on s'en fout de votre réforme, tu vois. Mais en fait, le gouvernement répond toujours par, mais vous inquiétez pas, c'était juste pour faire un essai. On va l'améliorer, en fait. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font une deuxième réforme. Et donc, en fait, ils font une deuxième réforme et l'école, en fait, elle passe son temps à le re-regarder, en fait, et au fur et à mesure, et réforme. Et finalement, il se passe rien. Il se passe rien. Il y a juste énormément de papier et l'école n'avance pas et finalement, même régresse, en fait, à cause de ça. Parce que la censure démocratique, en fait, c'est une censure du langage où on t'empêche de parler, on t'empêche de communiquer, mais justement avec des techniques comme ça, avec des techniques, avec des réformes, avec n'importe quel papier administratif que tu as envie, tu vois, et avec de la manipulation. Et en fait, nous, moi je suis en université de lettres, donc avec mes professeurs, on parle énormément de manipulation du langage, comment est-ce qu'un politique peut tourner son discours pour faire passer tel ou tel truc. Et en fait, nous, c'est ce qu'on essaye de faire passer dans Doxa. C'est comment est-ce que tu te fais manipuler constamment. Et en fait, finalement, dans Doxa, même si les puces sont très importantes et tout ça, nous, ce qu'on dit beaucoup dans le système de jeu, c'est que c'est pour ça qu'il y a une petite part de narratif, c'est que on veut encourager les joueurs à faire attention au piège du discours ou des trucs comme ça. Ouais, et même à piéger eux-mêmes, en fait. Ah, d'accord. À utiliser eux-mêmes la manipulation pour finalement s'en rendre compte dans la vie de tous les jours de ce qui se passe, quoi. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'on est du post-cyberpunk. Parce qu'on n'a pas la thématique classique du cyberpunk qui est la technologie, et la technologie c'est mal. Dans Doxa, la technologie parfois est mal, parfois est bien. Et le point de vue, c'est plus, ça dépend de comment on l'utilise. Elle est mal utilisée, clairement. Mais c'est pas non plus de dire c'est de la merde, il faudrait qu'on retourne au Moyen-Âge, tu vois. Non. C'est pas le but. Le but, c'est pas non plus de dire allez, on retourne tous à la Biocop et on se fait tous un champ de tomates, tu vois. Même si c'est des causes que tu pourrais défendre, à la limite. Qu'on défend dans Doxa, c'est pas la thématique principale. Ouais. C'est pas le cyberpunk classique aussi avec la transhumanité. Ou dans Akira, par exemple, où je pense très très présente, ou avec le corps qui se transforme constamment, on a moins ce côté dans Doxa que dans d'autres trucs cyberpunk. Nous, parce que les questions sont déjà passées, on a déjà les réponses, en fait, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est des thématiques qui sont aussi beaucoup plus actuelles. On utilise le mot post-cyberpunk aussi parce que on est en 2020 aujourd'hui. Et le cyberpunk, il y a des débats, moi je pense pas, mais il y a des débats qui pensent que le genre cyberpunk est mort. Parce que on a fait le tour, je pense, non ? Non, on n'a jamais fait le tour totalement d'un genre. Il y a toujours un auteur qui arrivera, qui fera relancer le truc. En fait, c'est juste le genre, comme il était dans les années 80, avait des codes très précis, en fait. Et ce genre-là, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de l'imiter. C'est un genre qui est très difficile à se mettre dedans, finalement. Il y a très peu d'œuvres cyberpunk quand tu y penses. Mais le peu ont marqué énormément, tu vois. Ouais, ceux qui ont réussi, surtout, ouais. Et le truc, c'est que comparé à n'importe quel autre genre. Ouais, pour cyberpunk, là, vraiment, une œuvre cyberpunk des années 80-90. Neuromancien ou Blade Runner. Ouais, voilà. Neuromancien qui a créé le genre. Blade Runner, il l'a sublimé au cinéma. Immense. Année 2000, on a Matrix. Ouais. Année 90, on a Akira. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, on a Ghost in the Shell qui est une révolution dans l'animation. Ouais. Akira qui est une première révolution de l'animation. Je pense en jeu vidéo, après il y a Deus Ex qui est arrivé fin des années 90. Final Fantasy VII, énorme influence sur le monde du jeu vidéo. Tu vois, c'est finalement... Et là, en fait, outre maintenant, en fait, on est passé quasiment quelques années après, enfin plusieurs décennies après ces univers-là, quoi, finalement. Maintenant, en fait, on est dans une société où on ne peut pas utiliser les mêmes codes que dans les années 80. C'est pas possible, on n'a pas les mêmes thématiques. Les années 80, il y avait toute la thématique de la guerre froide, on pensait que la guerre pouvait tomber tout le temps, quoi. Enfin, tout le temps. Il y avait cette peur-là qui est dans le cyberpunk de base. Aujourd'hui, les thématiques de notre monde sont différentes. Ils se rejoignent sur certains aspects. Et Neuromancien, pour moi, a toujours été très contemporain. Même aujourd'hui, les thématiques que parle ce livre se rattachent à tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais je pense que c'est important pour les auteurs de cyberpunk d'aujourd'hui d'avoir quelque chose d'un peu plus actuel, quoi. Ce serait quoi, en fait, les thèmes actuels que tu mettrais dans le post-cyberpunk, par exemple ? Justement, nous, on parle de la manipulation. Justement, comment est-ce manipulation des médias, de la communication, du langage. Voilà ça. Ouais. Comment ça se fait que, par exemple, aux États-Unis, Trump ait pu être élu alors que... il avait toutes les raisons de ne pas être élu, quoi. Il avait 50%, 51% et Hillary 49%. Alors moi, je
je ne dis pas mes positions sur qu'importe de ces deux-là. Je dis juste comment ça se fait que dans un pays où une personne sur deux n'est pas d'accord du président qui est actif, le président est quand même voté là. Aussi, un autre truc très, très bête, mais comment ça se fait que Trump, là, en ce moment, il est dans une position de destitution de pouvoir, mais le système est tellement mal foutu que finalement, il va aller jusqu'à la fin de son mandat. Oui, bien sûr. Tu vois, et ça c'est vraiment, ça c'est clairement de la censure démocratique. On te donne l'illusion que tu as du pouvoir, mais tu n'en as aucun. Ouais. Et pour moi, ça c'est des thématiques qui sont clés aujourd'hui, justement. Comment ça se fait que... L'illusion de la démocratie, quoi, peut-être aussi, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est une illusion de la démocratie complète. Ouais. Après, il y a des thèmes que d'autres personnes verront que d'autres gens verront plus actuels. Par exemple, Bong Joon-ho, le réalisateur qui a fait Parasite, qui a fait Okja, qui justement pour moi est très actuel, qui justement parle de la défense des animaux. Mais nous, c'est pas un thème qu'on aborde, mais ça peut être un thème très intéressant également à aborder. Planter, bien sûr. Qui justement est très présent dans les médias d'aujourd'hui. Il y a aussi un thème énormément qui pourrait être intéressant, c'est la question du genre, des sexualités, qui est très présent, qui a été très présente ces dernières années, peut-être un peu moins dans les années 80 qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions sur le... Tu parles de censure, et c'est vrai qu'en même temps, en grosse partie grâce aux réseaux sociaux aussi, il y a quand même une explosion de l'ouverture de la parole aussi, en fait. Il y a quand même deux trucs qui se sont développés, c'est que la censure démocratique de la part de ceux qui sont au pouvoir, et d'un autre côté, complètement à l'ouest, enfin de l'autre côté, quoi, en fait, on a une ouverture de l'esprit de parole qui fait qu'on a des sujets maintenant qu'on parle, on n'en a jamais parlé il y a 30 ans. Dans ces questions-là, ça, c'est pas forcément des choses qui sont toujours très acceptées. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur Novacorp, c'est sur la sapiosexualité, et il suffit juste de regarder les commentaires pour voir que ce n'est pas forcément mais toujours qui c'est accepté. qui lit les commentaires sur YouTube en 2020, mon gars? Tout le monde regarde ça sur sa télé. Et il faut bien que je regarde les commentaires. Ouais, je sais. Il faut que je le fasse. Même moi, je le fais. Je suis vraiment trop con. Je devrais même. Un truc extrêmement actuel à développer en œuvre de friction, ça serait la peur de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce qu'il y aurait une Troisième Guerre mondiale? C'est surtout ça la question. Pour Twitter, Hashtag Troisième Guerre mondiale, oui, ça j'ai vu. Mais si tu veux, je pense que la Troisième Guerre mondiale, ce sera pas l'Iran et les États-Unis, ce sera plutôt une guerre. Ce que disent pas mal de philosophes ou de gens, ce serait une guerre qui serait liée en fait à des ressources en fait, qui serait épuisée, genre la guerre sur le lot ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, on verra. Mais justement, c'est des sujets intéressants. Bien sûr, complètement. Et voilà pourquoi on dit que c'est du post-cyberpunk et pas du cyberpunk, parce qu'on s'éloigne des thématiques de base, mais ça reste du cyberpunk, sinon on s'appellerait autrement s'il y a d'autres genres. Donc ça, c'est clairement du cyberpunk. C'est clairement du cyberpunk. On dit post-cyberpunk parce que c'est quand même... On pense que c'est différent, en fait. C'est que on pense pas que quelqu'un qui est fan extrême de cyberpunk pourrait apprécier Doxa s'il pensait que c'était du cyberpunk classique. Parce que justement, au début, oui, il peut être accueilli dans une ambiance qui fait cyberpunk, mais plus il va aller dans le bouquin et plus justement ça va partir au-delà et c'est là où on va peut-être le lâcher. Donc c'est pour ça qu'on tient à dire non, nous c'est du post-cyberpunk. Il y a énormément de personnes qui nous posent la question qu'est-ce que c'est, mais en fait c'est con, mais il faut taper post-cyberpunk sur internet. Il y a une... Oui, mais les gens veulent parler, les gens veulent communiquer, putain, Gabriel. Ah non, mais les gens veulent communiquer en m'insultant, mais ça c'est formidable ça. Ouais. Je fais un post et les gens disent ah mais c'est quoi du post-cyberpunk et tout, c'est que des trucs pour vendre et tout, mais c'est n'importe quoi, nanana. Bah, tu sais, tu peux modérer tes commentaires, supprimer. Ouais, faire de la censure finalement. Bah ouais. Faire exactement ce que je critique. Exactement. Après, c'est une question un peu plus triviale, mais quelles ont été justement tes inspirations pour créer l'univers post-cyberpunk de Doxa? Comme on le parlait tout à l'heure, du coup, forcément Final Fantasy VII. Forcément. C'est le premier truc qui te vient en tête. Final Fantasy VII, bam. Mais même si t'as jamais lu Doxa, même si tu connais pas, tu le vois juste à la première illustration que c'est Final Fantasy VII. Mais c'est très très différent. C'est qu'en fait, visuellement, oui, on peut s'y rapprocher, mais ça s'éloigne énormément. On a parlé de Snow Crash, de Neil Stephenson, mais moi, je tenais beaucoup à dire que les mégacités ne sont pas du tout inspirées de Final Fantasy VII. Oui, il y a l'idée de plaque, mais l'idée de plaque, pour nous, on l'a prise du Metropolis de Rintaro et de Fritz Lang. Oui, le film. Oui, les deux films, du coup. Parce que... par exemple, dans Final Fantasy VII, il n'y a que deux plaques. Hein. Clairement, il y a les riches et les pauvres. Voilà. Mais dans Metropolis, il y a je sais plus combien de plaques. Je vais pas m'avancer. Je crois qu'il y en a différents niveaux, je crois. En fait, c'est surtout, ouais, c'est très. C'est différent en profondeur et après, ouais. Et c'est ça qu'on a repris dans Doxa. Il y a la zone industrielle, il y a la zone mitoyenne, il y a la zone luxueuse qui est tout en haut. Un peu comme le concept des trains aussi, qui reprend beaucoup dans Snowpiercer aussi, avec les différentes castes. Oui, exactement.
Donc non, visuellement, oui, ça ressemble à Final Fantasy VII, mais finalement, on est beaucoup plus inspiré de Metropolis, de Tezuka aussi, parce qu'à la base, j'avais commencé par lire le manga. Ce qui m'avait fasciné dans Fritz Lang, c'est que je me disais, putain, mais comment c'est possible de faire un film comme ça, de science-fiction à cette époque. Même en regardant aujourd'hui, je me dis, mais même les films des années 50, c'est des effets spéciaux moins bons, j'ai l'impression. Non, mais c'était des énervés à l'époque, hein, pour le coup. Mais effectivement, d'avoir des inspirations comme celle-ci, tu m'étonnes que tu pars sur des bonnes bases, quoi. Et pour le coup, forcément, Akira. Ouais, énormément Akira. Mais parce que Akira, c'est, je pense, le premier truc de Cyberpunk que j'ai lu. Tu lu, semble. Peut-être que j'ai joué à Final Fantasy VII avant. Parce que j'ai joué quand même assez tôt. Mais Akira, on va dire que c'est vraiment le truc qui m'a marqué énormément. T'avais commencé par quoi? Par l'animé ou non, le manga. Le manga directement. En fait, j'étais en 3e, si je dis pas de bêtises. Il fallait faire un truc qui s'appelle l'histoire de l'art. Je sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui. Peut-être. Et en gros, il fallait présenter 2 œuvres. Et autour d'une thématique. Moi, j'ai été voir mon prof d'histoire et j'ai dit je veux parler des mangas. Et mon prof d'histoire, il m'a dit c'est un peu trop vaste quand même. Ouais, il va falloir que tu choisisses un truc d'un manga, quoi. Du coup, je disais ok, bon, je me suis dit de quoi je pourrais parler, mais vraiment extrêmement naïf. Je connaissais rien du Japon, que dalle. Je savais juste que les gens parlaient d'Hiroshima. Alors je me suis dit tiens, je vais parler d'Hiroshima, je vais parler de mangas qui parlent d'Hiroshima. J'ai été regarder sur internet qu'est-ce qui parlait de ça. Je suis tombé sur pas mal de trucs, sur Gane d'Hiroshima par exemple. Et il y avait Akira au fond de la liste. Et il y avait des motos, des trucs du style. Moi, ça m'intéressait pas du tout. J'étais voir mon prof d'histoire et je lui parlais de toutes les œuvres que j'avais envie de lire pour savoir ce qu'il en pensait. Et je lui ai dit, à la toute fin, je lui ai dit, mais il y a ce manga, là, Akira, qui a l'air vraiment nul. Et mon prof, il m'a dit, je peux pas te laisser dire ça, c'est pas possible. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais te passer tous les tomes d'Akira et tu vas le faire sur Akira. Je suis genre, ok, vous avez vraiment passé les tomes? Il a fait, ouais, je sais pas le dernier. Du coup, il faudra que tu le trouves toi-même. Donc, on a été en magasin, j'ai acheté le dernier tome. Et il m'a passé tous ces Akira, quoi. Enfin, il fallait une sacrée confiance quand même pour passer ça à un ado de 3e. Qui, en plus, je faisais pas forcément attention à toutes mes affaires. Mais bref, j'ai lu ce manga et ça a une énorme claque dans la gueule pour moi, infini, quoi. Donc, Doxa, à la base, le logo ressemblait à Akira. En fait, le logo de base était un mix entre Final Fantasy et Akira. Et tu dis toujours, non, mais Final Fantasy VII, non. Mais en même temps, c'est vrai que la base, le squelette de Doxa, ça vient, comme tu dis, c'est un mode, en fait, c'est une modification de Final Fantasy sur un JDR. Donc en soi, effectivement, si t'as encore des traces, j'ai envie de dire, c'est normal. Oui. Mais ouais, non, ça n'a. Par rapport justement à ce qu'on parlait du qu'est-ce que c'est le post-cyberpunk et les thématiques qu'on aborde, là, on voit que c'est clairement différent. Même dans les joueurs qu'on fait, qui incarnent nos joueurs, qui sont nos régions, etc. Finalement, on a des trucs très différents. Mais il y a une œuvre qui m'a inspiré plus qu'Akira. Pour Doxa. Qui m'a peut-être moins marqué qu'Akira, mais c'est pour moi. Qui t'a inspiré beaucoup quand même pour faire ton univers. Beaucoup plus. C'est Gunm. C'est Gunm. Mais le manga, pour le coup. Le manga, pas le film Alita Battle Angel. Pas du tout. Le manga de base, en fait. Genre, si tu regardes le monde extérieur de Doxa, où pour nous, ça ressemble tellement à Gunm, en fait. Parce que dans Gunm, il y a la décharge et au-dessus, il y a Zalem. Sur Doxa, nous, il y a la mégacité et au-dessus, il y a Naenia, qui est la planète que tout le monde convoite. On a construit Naenia exactement comme Zalem dans Gunm. Et au-delà de la décharge, il y a juste des plaines vides avec des gens qui font la guerre, avec des HLM en ruine, ce genre de choses. Et nous, le monde extérieur ressemble un peu à ça. Nous, c'est un peu plus médiéval fantastique, mais vraiment le sentiment de sortir de la décharge dans Gunm pour arriver dans le monde extérieur, j'ai l'impression que c'est le même sentiment qu'on a dans Doxa quand tu sors de la mégacité. D'accord. Donc ouais, Gunm, de ouf. En plus, je sais pas, toutes ces thématiques d'avoir des puces qui remplacent ton cerveau et tout. Enfin, d'avoir des mémoires, tout ça. Je trouve ça fascinant. Les nanotechnologies, par exemple. Ouais. On reprend énormément de choses sur les nanotechnologies, par exemple. Donc il y a Gunm, mais c'est qu'en fait, il y a énormément d'influence sur Doxa. Mais c'est justement un des trucs du bouquin, une des thématiques du bouquin. Je t'en parlais tout à l'heure, justement, où c'est vu qu'on est inspiré par les années 90, et que nous, on aime beaucoup le hip-hop, comme on aime le métal, et en fait, on s'est dit, tiens, ça serait rigolo de faire un peu comme le hip-hop, c'est-à-dire de faire du sampling. C'est-à-dire de prendre plein de petits bouts et de construire quelque chose avec.
Et on a un peu fait ça avec Doxa. En fait, c'est énormément de choses qu'on kiffe. En prenant des influences un peu partout, en prenant vraiment des petits bouts d'ici et là, et en créant aussi, vous créez un univers avec ça, en fait. C'est ça, c'est clairement du sampling. C'est un peu à la démarche de Daft Punk ou Quentin Tarantino dans ses films. Voilà, en fait, j'allais te donner l'exemple de Tarantino, en fait. C'est, il arrive à construire quelque chose d'original à partir de ses références. Énormément de choses. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Donc ça, c'est extrêmement référencé. Des fois, tu peux avoir... tu lis un paragraphe et sans t'en rendre compte, tu viens de passer une phrase en fait qui vient d'une musique d'un groupe de métal obscur, qui vient de n'importe quoi, mais c'est juste parce que nous on a mis tout ce qu'on aimait en fait dedans, vraiment vraiment tout. Donc finalement, si tu étudies bien le texte, en fait, tu peux choper à la pêche à la référence, quoi. C'est ça. Ouais. Un peu, justement, Fallout utilisait ça beaucoup aussi. Créer un univers, ils utilisaient plein de références de films, d'autres jeux. Et de séries, tout ça. Et donc ça, tu peux aller à la pêche à la référence, mais le truc, c'est qu'il y a des fois, Ephraim, du coup, le co-auteur, qui me dit, mais je me rappelle cette phrase, ça vient de tel truc, et je me dis, ah bon, c'est vrai, et je les oublie, en fait. Il y en a tellement que je ne sais plus, en fait. Et c'est ça qui est fun, c'est que j'ai l'impression que donc ça, c'est vraiment un univers qu'on aime, qu'on a fait avec tout ce qu'on kiffe, et en plus de ça, on a réussi à rendre quelque chose d'original, de créer quelque chose avec, et c'est ça qui m'a le plus plu dans ça finalement. Et c'est une fierté aussi. Ouais. Et c'est donc forcément, du coup je reviens juste sur les influences, forcément Gunn par exemple a énormément influencé, mais il y a tellement d'autres choses. William Gibson pour moi qui est mon auteur préféré, donc, qui est le créateur du cyberpunk forcément, Ghost in the Shell, moi j'adore Serial Experiment Line. Moi par contre un truc dans Doxa, pour l'instant on le sait pas parce que le livre est pas encore sorti, il y a une histoire au milieu en fait. Qui, d'habitude, dans les jeux de rôle, quand tu dois présenter un peu toutes les régions et toutes les villes, enfin pas toutes les villes, mais les villes principales, les régions importantes, et tu les présentes un peu sous forme de liste, tu vois. La région il y a telle politique, il y a tel truc. Nous, on s'est dit, c'est un peu chiant quand même. Donc, on a voulu faire une histoire, en fait, d'un cartographe qui va sortir dans le monde extérieur, qui va, en fait, aller visiter, on va suivre son histoire de lui qui va essayer de créer cette carte-là. Donc, il y a une histoire, en fait, qui est mise en scène, et nous, on sait, enfin, personnellement, parce que du coup, c'est moi qui rédige, pour le coup, c'est moi qui ai inventé cette histoire de A à Z, et celle-là, j'ai énormément influencé de Hanabi, de Takeshi Kitano et de Sonantin. Il arrive à faire des ambiances qui me touchent vraiment particulièrement. Donc, et non, mais du coup, tu vois, il y a énormément de choses en Doxa. Mais ouais, si on devait résumer, je dirais que ça serait quand même les influences les plus grosses, ce serait Final Fantasy VII, évidemment, mais ça serait aussi Gunn et Neil Stephenson. Ephraim, ton collègue, donc qui bosse avec toi pour le projet Doxa. Monsieur Ephraim Bélier. Et vous êtes pas que deux, finalement, tu m'avais dit. Non, on n'est pas que deux. T'as quand même une grosse équipe. Enfin, une grosse équipe, après, tu me diras en détail, mais vous êtes combien à peu près pour être impliqué au projet et sur quel rôle, en fait, vous établissez les charges pour faire ce projet? Je me suis jamais posé la question combien on est. Il y a Ephraim qui est co-auteur, qui, lui, se charge plus du côté game design, en fait. C'est lui qui va inventer beaucoup les règles du jeu, qui va vraiment que pur sur les mécaniques surtout. Voilà, c'est les mécaniques du jeu, quoi. Et l'univers. D'accord. Moi, je m'occupe plus de la rédaction, l'univers et la direction artistique, donc le choix des illustrateurs et tout ça. Donc là, c'est vraiment ce qu'on fait nous, tous les deux principalement. Ensuite, au-delà de ça, c'est qu'on a des correcteurs. Donc on en a une vingtaine, des correcteurs bénévoles. À ça se rajoutent du coup les illustrateurs. Je sais pas combien on est d'illustrateurs, mais on doit en avoir plus d'une quinzaine, parce que dans la démo qu'on a sortie, ils sont pas tous, on n'a pas pu mettre toutes les illustrations qu'on a pour l'instant, et il y a des illustrations qui sont d'illustrateurs différents encore. Donc là actuellement, je crois dans la démo on en a mis une dizaine, mais je crois qu'on en a une quinzaine peut-être. Donc il y a des illustrateurs vraiment de tous les milieux. On a Lunart qui est très connu dans le milieu du jeu de rôle, si je dis pas de bêtises, puisqu'il travaille sur Matagot, Les Champs de l'Os. Il est très actif dans le milieu du jeu de rôle, quoi. Et qui est notre illustrateur principal. Ensuite, on a Intuitive Design qui travaille beaucoup pour faire des albums de groupes de métal. Et en fait, je trouvais que ce qu'il faisait, c'était génial. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est pas parce qu'on a un jeu de rôle qu'on doit se cantonner à des illustrateurs de jeux de rôle? Bah finalement, ouais. Donc... Et puis c'est pour des illustrateurs, des graphistes, tout ça, ça peut être intéressant aussi de bosser sur d'autres types de projets, que sortir un peu de leur zone de confort aussi. C'est la première chose que m'a dit Intuitive Design. Il m'a dit, mais moi je trouve ça génial parce que ça leur permet de leur développer d'autres skills aussi, enfin d'autres talents en fait, d'autres fibres en fait. Il m'a dit, moi on me demande tout le temps de faire des logos pour des groupes de métal, de faire un logo pour un jeu de rôle. J'en ai plein le cul, sortez-moi de là. Il m'a dit que ça lui a fait vraiment beaucoup plaisir, donc ouais, c'était super. On a Kenny Kong qui a bossé un peu sur Le Seigneur des Anneaux Online, qui fait aussi pas mal de jeux indépendants,
qui est super cool, qui du coup s'est occupé de faire la version miroir de l'illustration de couverture de Intuitive Design. Enfin, ils ont fait un boulot de malade tous les deux, c'est vraiment génial. À ça, on a aussi Loli Kata, qui est illustratrice qui nous a fait une illustration, mais qu'on aime beaucoup. Qui à la base était censée être une bannière pour Novacorp, mais comme Novacorp est un peu dans l'univers Doxa, on prend toutes les illustrations de Novacorp, on les prend dans le thème de Doxa et on les réutilise dans Doxa. D'accord. Et donc Loli Kata, qui est illustratrice de Axolot, faut faire le film. Donc c'est cool. Ensuite, on a les bêta-testeurs. Donc, qui est important quand même pour une composante, surtout quand tu développes un jeu. Quand même. C'est ça. Donc en bêta-testing principal, on avait Emeline G. Je ne peux pas dire son nom de famille parce qu'elle ne veut pas être divulguée. D'accord. Qui était la doubleuse de Novacorp avant. D'accord, celle qui faisait les voix des textes aussi quelquefois quand oui, tu m'as dit que tu avais écouté le Sexino à science-fiction. On partage le texte à deux, donc c'est elle qui fait la voix. Et du coup, a fait du bêta-testing avec nous. Parce qu'elle a. Ouais. Mais alors, bêta-testing, ça veut dire qu'en gros, elle va jouer elle-même avec peut-être des amis ou d'autres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis elle va dire ce qui foire, ce qu'elle a trouvé comme erreur ou de trucs de possibles moyens d'amélioration si c'est possible de le faire. Parce que j'imagine que quand t'as un problème sur ton mécanique de jeu, pour le corriger, ça demande aussi du boulot, quoi. Le rôle d'Emeline, c'était surtout. Comment dire, ça n'a jamais été extrêmement officiel, mais c'est juste nous, on faisait jouer les Doxa était en perpétuel changement. Enfin, il changeait beaucoup, quoi. Je le dis très mal, mais. Ah oui, c'est pas grave. Ça changeait constamment. Toutes les semaines, il y avait des nouvelles mises à jour du système, des nouveaux trucs et tout. Et du coup, on se retrouvait toutes les semaines avec Emeline et Ephraim pour faire des parties. Et donc, ça nous permettait d'avoir un regard de quelqu'un de différent, de voir qu'est-ce que ces changements en fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'ils sont mal? Surtout que quand tu bosses à deux, j'imagine que quand vous êtes en désaccord, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de tierce pour dire ce serait peut-être mieux de le faire comme ça, quoi. C'est ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, non, il y a ça. Et après, du coup, on a fait beaucoup de conventions pour justement faire jouer le jeu. Ouais. Et avoir les retours, c'est important en fait, parce que nous, on s'en fout de ce qu'on pense. Les gens, ils s'en foutent de ce qu'on pense. Quel pourrait être le meilleur système? Ce que les gens ils veulent, c'est s'amuser. Bien sûr. Donc nous, on n'a pas besoin de nous écouter nous-mêmes pour faire le système que nous on voudrait. Il faut qu'on fasse le système que nous on veut, mais qui se rapproche le plus possible aussi de ce que les gens ils veulent. Parce que le but d'un jeu de rôle, c'est de s'amuser. Et si on fait chier les gens, on aimerait bien, mais on est passé au-delà. Ouais, c'est un peu chiant, quoi. Non, mais j'imagine. Ok, ça marche. J'avais une question un peu particulière. Surtout sur un projet comme ça, moi, je sais pas comment tu peux t'en sortir, mais c'est quoi les difficultés justement pour créer un jeu de rôle? Les grosses difficultés que tu as au travers de ton projet, par exemple, que tu as dû passer outre, en fait. C'est compliqué. Ouais. Moi, je dirais la première difficulté, c'était de travailler à plusieurs. Parce que c'est con, mais on était ados à la base. Et des ados, ça c'est pas travail. Donc, on a dû apprendre un travail, déjà. On a dû apprendre à se fixer des horaires, à se respecter, parce que... C'est con, mais travailler à plusieurs, je suis sûr que tout le monde qui nous écoute, ou toi, tu as 1000 exemples d'un moment où tu as travaillé avec quelqu'un et ça a foiré. Oui, où tu mets un coup de boule, bien sûr. Ouais, voilà. Donc avec Ephraim, le but, c'est qu'on n'arrive pas à ce stade-là. Il y a des moments où ça a frité de temps en temps, mais on a toujours su passer au-delà. Et ça, c'est une étape qui a pris du temps. Mais qui montre justement... à quel point on a investi dans le projet, à quel point on aime ça et à quel point justement on a une complicité de travail qui est bonne. C'est que finalement, au bout de 5 ans, finalement quand on s'appelle, c'est comme si on s'appelait le premier jour en fait. Comme quand je lui disais, tiens, on va faire Doxa, ça serait quoi l'univers qui te plairait de faire? Et quand je l'appelle aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le même délire en fait qu'avant. Mais il a fallu quand même que je prenne sur moi. Parce que par exemple, moi j'avais l'habitude d'être trop direct dans ma façon de dire les choses. Et donc, il faut apprendre à être plus gentil, plus diplomate. Mettre de l'eau dans son vin. Ouais, c'est ça. À écouter l'autre aussi et faire des concessions. Ouais. Oui, c'est ça. Comment être en couple, en fait, finalement. Hein. Mais oui, c'est ça. Mais il y a une phrase Il était une fois Hollywood que tu as peut-être vu, je sais pas. Ou dedans. Once Upon a Time in Hollywood? Oui. Ah oui, peut-être. Je l'ai vu 2 fois, mais vas-y, dis-moi. Il disait. Genre, en parlant de son pote, là, que justement de se séparer de lui, c'était pas comme se séparer de sa femme, mais c'était pas loin. C'était pas loin. Rick Dalton, qui jouait par Leonardo DiCaprio avec son cascadeur, Cliff Booth. Ouais. Qui dit on traîne tellement ensemble
mais pas assez pour que ça soit ma femme, mais beaucoup trop pour que ce soit juste un pote, tu vois. Et Efra, j'ai l'impression que c'est un peu ça, finalement. Avec ton collègue, ouais. Ouais, c'est ça. C'est bête, mais cette difficulté n'était pas une difficulté qui a posé problème forcément qu'avec Ephraim ou que Ephraim face à moi. Parce que là, je parle de moi face à Ephraim, de mes défauts, tu vois. Mais peut-être que Ephraim, lui, il a eu ses difficultés propres. Aussi, oui, bien sûr. Et le truc, c'est que ça, en fait, tout ça, faut apprendre aussi à voir pour travailler avec d'autres gens extérieurs qu'on connaît pas. Parce que c'est con, mais quand on va en convention, qu'on se retrouve, parce que nous, on avait 17 ans, on se retrouve en convention, on a un gars de 45 ans qui a joué au jeu de rôle toute sa vie, qui nous regarde, qui est prêt à juger un jeu de rôle que nous, on n'y connaît pas grand-chose, tu vois. Quand il nous fait un retour... T'es pas prêt, des fois. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as envie... c'est qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, t'as tout de suite envie de lui dire « Oui, mais non, parce que c'est notre vision. » Mais non, c'est juste parce qu'on est con. C'est juste parce que ce qu'on fait, c'est nul. Mais et ça, c'est un truc à apprendre. Apprendre, ouais. Et ça fait partie de la communication. C'est pour ça que je dis faut apprendre à travailler à plusieurs. C'est une grosse difficulté déjà. Parce que le jeu de rôle, c'est pas un livre que tu écris tout seul dans ta chambre. C'est pas comme un Stephen King qui écrirait et Dieu sait que j'adore Stephen King, mais lui il peut se concentrer vraiment sur ce qu'il veut, tu vois. Il a son plan, il peut tout faire ce qu'il veut, il n'y a pas de questions à se poser, quoi. Voilà. Enfin, si, à part lui-même, quoi. En fait, oui, lui, sa psyché, quoi. En fait, oui. Est-ce que ça va plaire à sa femme aussi? Un jeu de rôle, forcément, ça se partage parce que c'est un jeu. Donc forcément, même si je l'écrivais tout seul, même si Ephraim n'était pas là, ou même si Ephraim l'écrivait tout seul, il serait forcément obligé d'aller voir d'autres gens. Obligatoirement. Donc il faut apprendre à travailler à plusieurs. C'est juste ça. Pour moi, c'est juste une des premières difficultés. La deuxième difficulté, ce serait plus de créer un bon système, un bon système de jeu. Parce que c'est bête, mais on était un peu idiot et naïf de se dire qu'on pourrait faire notre système à nous. Parce que dans les jeux de rôle aujourd'hui, il y a des systèmes génériques qu'on peut reprendre et créer et baser notre univers sur ce jeu de rôle, sur ces règles-là, et peut-être adapter un peu ces règles-là, mais on peut avoir quelque chose qui a déjà été testé pendant plusieurs années, qui c'est bon, que les gens... Une formule bien faite, quoi, déjà. Quoi. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas besoin de recommencer à zéro, quoi. C'est comme si recréer un autre système, c'était comme si tu voulais recréer un nouveau langage informatique, tu vois. C'est comme si tout le monde te disait « Ah, pourquoi tu n'utilises pas C++ ?» Bah non, nous, on veut créer quelque chose de plus, tu vois. Mais du coup, c'est extrêmement compliqué. On n'aurait pas dû le faire, clairement. En fait, vous avez commencé déjà à essayer d'inventer un système, en fait. Oui. Ouais. Et on n'aurait pas dû le faire. Mais on l'a fait. Parce que vous avez perdu du temps. Enfin, de toute façon, c'est jamais un échec après. Hein. Vous avez dû apprendre des trucs en faisant ça. Ah oui, on a énormément de choses. Pour le coup, le système, c'est une des choses qui a le plus changé. Qui fait partie des plus grosses remises en question du jeu. Je pense pas que le système aujourd'hui il est parfait, mais on a essayé de le rendre comme nous on l'aimait, le plus fun possible. Je pense qu'un vétéran de jeu de rôle pourrait nous dire « Ah non, mais là, il y a ça. » Mais nous, on pense que ça marche. On l'a fait jouer plusieurs fois. On a toujours de très bons retours. On arrive à un stade où, en fait, les retours qu'on a sont sur des détails. Mais la cible, ce serait quoi? Est-ce que ce serait plutôt les vétérans ou le tout public, finalement? Nous, c'est tout public. Hein. Ouais, en fait, vous développez quand même aussi un jeu, peut-être pour que ceux, comme moi, hein, qui sont des noobs en jeu de rôle, puissent s'intéresser et se lancer facilement, peut-être aussi, non? Oui, c'est ça. Ouais. Mais aussi, c'est important aussi dans le milieu du jeu de rôle en ce moment d'avoir des règles qui soient simples. Parce qu'en fait, avant le jeu de rôle, il y avait des règles assez compliquées, il y en a toujours, hein, mais on a remarqué qu'en fait, les gens, même s'il y en a beaucoup qui aiment, veulent jouer. Il y en a qui veulent jouer. Mais ils veulent jouer à un jeu de rôle comme tu pourrais jouer au Monopoly, en fait. Non. Ah bah ouais, moi je serais capable de faire ça. Tu vois. Non, je pense qu'il y en a qui veulent une part de fun quand même dans le système. Mais en fait, tu vois, par exemple, j'avais reçu un message de quelqu'un, je sais plus qui c'est, mais qui m'avait envoyé un mail pour me poser des questions par rapport au système et qui me disait bah écoute, moi j'ai 40 ans, j'ai un travail, j'ai une famille. J'ai pas tout mon temps pour lire 400 pages d'un truc de jeu de rôle et d'apprendre 200 pages de règles pour jouer. Parce que moi je veux jouer, je veux que les règles soient simples. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient un standard pour le jeu de rôle de se simplifier. Comme le jeu vidéo. Oui. Comme le jeu vidéo. Comme le jeu vidéo, en quelque sorte. Et le truc, c'est que on veut être tout public parce que cibler les vétérans, c'est compliqué. Il y a en fait, c'est que c'est comme dans tout milieu, dans le sens où il y a à chaque
tous des fanatiques du genre. Tu vois, par exemple, moi, le Cyberpunk, je suis très conservateur dessus, tu vois, par exemple. Faut pas toucher à mes bébés, tu vois. Ouais, je comprends. Mais pour les vétérans, c'est un peu la même chose, tu vois. Le jeu de rôle, à une époque, c'était avait telle ou telle forme, et pour eux, c'est très nostalgique. Il faut que ça reste comme ça. Nous, on veut plus faire quelque chose un peu plus moderne. C'est pour ça que la publicité de Doxa, on va le mettre beaucoup en avant sur NovaCorp. Et pas sur nos plateformes de jeux de rôle. De jeux de rôle. De jeux de rôle. Traditionnels. En fait, c'est plutôt au travers de tes vidéos, toi, tu mettrais genre un pré-roll, en fait, en gros, quoi, de communication, quoi. Et parce qu'on a envie de toucher un autre public, en fait, c'est qu'on a envie que. Nous, on aime le jeu de rôle et on a envie que le plus de gens jouent au jeu de rôle aussi. C'est ça. Ouais. Donc, peut-être qu'avec Doxa, on essaie de peut-être se poser la question d'une nouvelle forme qui pourrait les attirer d'une nouvelle façon. Ça marche que ça marche pas, on ne sait pas encore. Mais on veut vraiment que ça plaise à tout le monde. Et par exemple, moi je m'en souviens, enfin, je suis pas sérieux, j'en ai fait qu'une fois de jeu de rôle. Et déjà, moi, ce qui me cassait les couilles, c'est les 3 heures de création de personnages et tout. Est-ce que, avec Doxa, par exemple, ce problème pour moi, en tant que vraiment néophyte de JDR, est-ce que ce problème vous le corrigez ou pas? On n'a pas 3 heures de création de personnage. Yes. Mais... On en a 4. on a 45 minutes pour un groupe de 3 personnes. Ouais, ça me semble plutôt mieux, tu vois. Mais nous, après, ce qui est une part du fun du jeu de rôle pour beaucoup de gens, et nous, on est un peu d'accord avec ça, c'est pouvoir créer ton personnage, le personnaliser comme tu veux. Parce que justement, là où se démarque le jeu de rôle du jeu vidéo, c'est que tu peux créer ton personnage à toi. Tu peux le faire vivre. Et oui, tu peux, oui. Et tu peux créer vraiment un truc... T'as plus de possibilités que dans un jeu vidéo pour le faire vivre. C'est ça, par rapport à l'histoire, le background de ton personnage. Ouais. Et donc, c'est important. Ça dépend des jeux, mais dans le genre... Parce que nous, Doxa a un petit aspect traditionnel parfois. Donc, du coup, nous, on veut une création de personnage qui soit un tout petit peu fournie, mais 45 minutes, c'est... Dans le milieu du jeu de rôle, c'est considéré comme normal, voire court. Mais ça dépend, tu sais, il y a des gens qui peuvent mettre 1h30, mais en général, c'est 45 minutes. En général, ces gens-là, tu les invites pas. Mais tu sais, dans Doxa, il y a des pré-tirés. Oui, il y a déjà des préfabriqués, quoi. Voilà, si t'as pas envie de t'embêter avec des personnages, on te propose de jouer les Beastie Girls, qui sont une version féministe des Beastie Boys. Ah, yes. Et le groupe de hip-hop. Et qui sont bien barrés. Ah, c'est cool. S'ils sont aussi barrés que le groupe, ouais, ça peut être sympa. On a aussi des pré-tirés. Alors ça, c'est l'exclusivité. Je blague, mais pas totalement. Qu'est-ce que je veux dire On a des pré-tirés qui seront sur un couple à 3. Un trouble. Un trouble ? Ouais. Donc les joueurs vont pouvoir incarner un trouble, en fait. Et ils vont pouvoir tous être ensemble. Dans tous les sens du terme, quoi. Ouais, exactement. Mais ça va être fun, en fait, en jeu. C'est ça qu'on a remarqué, c'est que en fait les joueurs ils créent des interactions qui sont qui font rire et qui leur font et puis ça donne des idées d'interaction. Voilà, ça te donne parce que c'est vrai que certaines personnes n'ont pas forcément moi le premier, j'ai pas la créativité pour faire des situations, réfléchir plus que une première ou une deuxième couche si tu veux. Moi, tu vois, je suis assez limité comme personne. Et c'est vrai que donner des idées faut pas comme dire ça. Donner des idées comme ça finalement, c'est vrai que ça peut permettre en fait de te lancer dans des trucs à la con, des actions qui peuvent être drôles quoi aussi. Quoi. Là, sur le projet, vous êtes en arrivé où, là, concrètement ? Alors, nous, on a fini. Là, c'est fini. Wow, il balance la bombe, là. C'est fini. C'est fini. Non, ok, mais qu'est-ce que vous attendez en fait pour le lancer ? Oui, justement. Voilà. Là, on va faire un crowdfunding. Fin février, qui va sortir. Ok. On ne peut pas encore dire les montants, on les a, mais on préfère mettre des réserves encore dessus parce que ça peut changer, on ne veut pas dire des bêtises. Donc, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Fin février, normalement, pareil, on n'a pas de date précise parce que si jamais on a quelques jours de fourchette, délai, ce genre de choses, fait qu'on va pouvoir peut-être avoir 1 semaine, 2 semaines de retard. Mais en général, ça devrait sortir fin février, début mars. Donc, voilà. Pour le crowdfunding, ce qui serait fou pour nous supporter, ce serait déjà de participer en fait au crowdfunding, de nous aider de quelque manière que ce soit. Même si c'est en parler, partager. C'est déjà, ça. En fait, on va faire pas mal de vidéos sur NovaCorp. En fait, Doxa, ça vit et ça va vivre grâce à NovaCorp parce que NovaCorp marche un peu. Parce qu'on a une communauté en fait qui est là et qui nous supporte et c'est ça qui est fou. Donc en fait, Doxa, en supportant NovaCorp, on supporte forcément Doxa. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir 2 vidéos, une en janvier, une en février. Ensuite, il va y avoir le crowdfunding. Et pour remercier en fait les gens, pendant le crowdfunding, il y aura 3 vidéos sur le Cyberpunk. Une série sur le Cyberpunk qui va sortir. Ah ouais.
Et au-delà de ça, il y aura des interviews sur Doxa, il y aura des choses avec des youtubeurs, ça va être cool. Et qu'est-ce que je veux dire Donc voilà, donc en fait déjà, rien que de s'intéresser à ces vidéos-là, c'est super parce que dedans on va parler de Doxa et rien que de partager cette vidéo-là, ces vidéos-là où justement un tout petit peu parler de Doxa, ça fait que ça permet aux gens de découvrir encore plus. Et donc c'est super, parlez-en à vos amis qui aiment le jeu de rôle. Et ensuite, quand le crowdfunding il sera là, quoi, si vous voulez prendre un livre, ça serait super. Donc ouais, le livre de toute façon on le donnera gratuitement sans mise en page. En audio, quoi, c'est ça? En audio. Ouais. On réfléchit encore est-ce qu'on le donne en PDF, mais on pense qu'on va le donner en PDF aussi. Sans mise en page, il y aura tout le texte. Et donc si ça vous plaît, en gros, on sait que le jeu de rôle ça coûte cher. Et on demande, on va créer un jeu qui a un univers qui est assez fourni, qui a besoin de pas mal d'illustrations, qui justement va devenir un peu un livre-objet au final, comme beaucoup de livres de jeux de rôle. Bien sûr. Et avec énormément d'illustrations, donc c'est vrai que le coût du livre va être cher. Mais c'est pour ça qu'on met le livre gratuitement et on met l'audiobook gratuitement, parce que vous pourrez savoir. Comme ça, si rien ça que vous voir intéresse, voilà, l'univers pour s'y intéresser. Et si vraiment vous voulez jouer au jeu, au moins de pouvoir participer financièrement. Puis ça permet de s'assurer que les auteurs sont sérieux, que le livre est abouti, qu'il est fini. Et justement, si on le donne. Non, mais c'est clair, ouais. Combien de trucs sont partis de zéro en faisant un crowdfunding, tu vois donc ouais, non, je comprends l'idée carrément. Donc 50 projets, donc autant vous dire que ça il y a dû avoir quand même pas mal de boulot. Ouais, on n'en peut plus. On veut que ça se finisse. Mais en fait, le truc, j'imagine, quand tu crées un truc comme ça, c'est un gros bébé, t'as qu'une envie, c'est qu'il soit joué, quoi. C'est ça. En fait, t'as qu'une pas forcément d'avoir des retours, mais si tu veux que les gens y jouent et que au moins ils prennent du fun, quoi. C'est ça. Là, t'as un blogueur il y a pas longtemps quand on a mis la démo sur le site jdrdoxa.fr, faut y aller. Est-ce que tu prévois de te lancer dans d'autres projets JDR à la suite, ou même créer un jeu vidéo? Alors, d'autres projets JDR, moi je pense pas. Je crois que t'as fait le tour là. Avec Efra, on a tellement bossé pour faire le truc le plus pro qu'on puisse faire, qui vraiment puisse plaire aux gens qui aiment le jeu de rôle et à ceux qui ne le connaissent pas. On a vraiment essayé de faire le meilleur jeu qu'on pouvait donc ça, si on refaisait quelque chose, ce serait quoi? Ce serait une suite en fait. Ça serait des ajouts, des compléments sur ça. Ok. Mais on y réfléchit parce que nous, on a essayé de créer un livre qui se suffise en lui-même. Et tout dépendant. En fait, c'est que nous, on se dit, si Doxa, c'est un succès de fou, de malade et qu'on peut vivre de ça, oui, on fera une suite. Mais qui peut vivre du jeu de rôle? Personne. D'accord. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais. C'est vraiment en fait un complément, en fait, en gros, quoi. Donc, c'est pour ça que ça n'y arrivera pas. Il n'y aura pas de suite à Doxa, à moins qu'on ait des énormes demandes. Mais... À moins que ce soit vendu à l'international. Non, mais c'est vrai, non, mais tu peux. Non, non, je dis pas de faire des plans à la comète. Oui, tu vois. Mais si un jour ça dépasse la frontière, ça peut le faire. Hein. Oui. Mais après, voilà, c'est vrai que on peut être réaliste en disant que la chance est minime parce que ça va peut-être aussi marcher, mais pas forcément à l'international. Mais au moins, si ça peut rentrer dans les frais, ça peut être cool. En fait, nous, pourquoi est-ce qu'il y a cette question de est-ce que si ça marche, on fait une suite et pas et pourquoi on n'attaque pas ça avec la même réflexion qu'on a fait avec Doxa, c'est-à-dire on fait un truc juste qui nous plaît et on s'en fout des chiffres. C'est que en fait Doxa, ça nous demandait énormément d'énergie, énormément d'argent aussi personnel. Et est-ce qu'on est prêt à refaire ça, sachant que du coup on est un peu précaire niveau argent, qu'il faut quand même, je comprends. Comme tous les créatifs, je pense, mais se lancer dans un projet qui est aussi colossal qu'un jeu de rôle. Sachant que sans savoir du coup si ça pourrait marcher ou pas une deuxième fois, on l'a fait une fois, on a fait le maximum qu'on pouvait. Mais au moins vous l'avez fait. Ouais, on l'a fait. On est sérieux quoi. Si on a l'occasion de le refaire, pourquoi pas, mais c'est pas dans les plans pour l'instant. C'est pas dans les plans. Moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est devenir auteur. C'est ce qui m'a vraiment plu en fait, à faire Doxa. C'est moi qui ai rédigé tout Doxa. Et si je pouvais écrire des romans, là, actuellement, je suis. Alors, roman, voilà, de créer pas forcément de faire de l'analyse, livre d'analyse. Non. Mais vraiment plus de la fiction. De la fiction, en fait. Ouais, pur et dur. De la science-fiction, je pense aussi. Du cyberpunk, je vais rester dans cet univers-là. Mais après, j'aimerais dépasser le cyberpunk. Il y a tellement d'autres genres qui m'intéressent. C'est un genre que j'affectionne beaucoup, mais je pense qu'on en a Qu'est-ce que tu voudrais. Tiens, un truc de tête, là, hors du cyberpunk, qu'est-ce que tu voudrais développer comme roman? Tu veux dire en termes de style? Ouais, de genre. Moi, j'aime énormément Haruki Murakami.
Et j'aime énormément la littérature japonaise. J'aime aussi beaucoup. Je parlais de Takeshi Kitano, par exemple. Enfin, j'en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup aussi. T'as évoqué. Gino Taniguchi, par exemple, aussi. Auteur de manga. Il développe quel manga pour ceux qui connaissent pas? Quartier lointain. Ah oui, ouais. Exact. Et en fait, je sais pas, tous ces trucs, Kitano, Jiro Taniguchi, Haruki Murakami, vraiment, c'est des univers qui me plaisent, en fait. Et je pense que je partirai sur quelque chose comme ça. Je pense qu'il y aura toujours un truc très technologique, parce que je suis passionné par ce délire-là, mais... Peut-être moins, finalement, peut-être faire plus une trame familiale, avec une ambiance un peu, ouais, voilà. Ça sera pas peu dramatique. Je pense pas que ça sera les délices de Tokyo, mais il y aura peut-être un peu de drame. Ouais, c'est ça. Je sais pas. J'ai mes idées en tête. Je suis en train d'écrire des trucs. Allez, vends pas tout. Donc voilà. Mais par contre, mon gros rêve, ce serait de travailler dans le MMORPG. Ce serait de faire des quêtes, de faire des scénarios, ou alors de pouvoir construire un univers. Ça, c'est une des parts qui nous a le plus plu dans le Doxa. C'est de concevoir un univers, de concevoir et faire rentrer les gens dedans, quoi. Donc, c'est ça. Donc, créer un MMO où tu dois carrément créer des pays, ce genre de choses. Ouais, nous, ça nous plairait énormément. Du lore, en fait, de créer un univers, le lore, de détailler, Ouais, non, je comprends. De créer des personnages, de créer des fictions, une histoire dans une histoire. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était super intéressant. Merci, Gabriel, d'être passé. On Merci peut te retrouver de m'avoir invité. Alors, pour suivre le projet Doxa, il faut aller où? Pour suivre le projet Doxa, jdrdoxa.fr. 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 C'est la pub qui répète 3 fois les mêmes choses. Mercurochrome, on connaît. Oui, voilà. non, pour suivre Doxa, il faut aller sur Twitter de Novacorp. Donc, @Gabriel J. Auteur. Gabriel J. Auteur. Mais surtout Novacorp. Parce que c'est là-bas qu'on va donner tous les trucs. Là, pour l'instant, on n'a encore rien sorti. On a juste teasé un peu, mais là, dans les prochains jours, on va sortir des vidéos. La chaîne YouTube Novacorp. Oui, la chaîne YouTube Novacorp. Là, c'est là où il y a tout le monde. C'est là où on va forcément parler de Doxa, quoi. Les infos, au moins, seront là-bas directement. Donc, il faut s'abonner et ne pas oublier de mettre la cloche. Oui, il faut s'abonner. J'allais dire, il faut s'habiller. S'habiller, bah oui. Non, il n'y a pas besoin de s'habiller pour regarder Novacorp. Il faut mettre la cloche si on veut. Ouais. Et il faut surtout partager, par contre. C'est important. Ouais. Non, parce que sinon, Ephraim Béguet, il est là. Il est en fond, là. Il va venir chez vous péter les genoux. Nous, on est des auteurs de post-cyberpunk. Hein. On n'est pas là pour faire de la romance. Hein. Bien sûr, j'avais vite compris. Donc, il faut activer la cloche. Hein. Et comment faire pour vous soutenir? Alors, c'est d'aller directement sur la page de financement quand elle sera ouverte. Pour soutenir Doxa. On peut déjà aller lire la démo, en fait. Juste, est-ce que ça vous plaît ou pas sur le site jdrdoxa.fr. Mais aussi juste s'abonner à Novacorp, c'est déjà un énorme soutien. Par contre, quand le crowdfunding sera sorti, pour soutenir Doxa, en effet, allez sur la page du crowdfunding. Et si vous ne pouvez pas participer, c'est pas grave. Mais si vous pouvez le partager à quelqu'un qui aime le jeu de rôle, ou même à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le jeu de rôle mais qui n'a jamais joué, ce serait juste énorme. Formidable. Merci en tout cas, Gabriel. Eh bien, merci beaucoup à toi. Et voilà, c'est la fin de l'entretien avec Gabriel. Donc, retrouvez tous les détails pour le jeu de rôle Doxa directement sur l'épisode ou allez directement sur le site jdrdoxa.fr pour retrouver la démo, les illustrations, les résumés, les news par rapport à l'avancement du projet. Et donc, le crowdfunding qui arrive le 1er mars. Donc, sortez vos cartes bleues, quoi, j'ai envie de dire, si ça vous plaît bien. Si vous êtes un joueur ou même un joueur initié du jeu de rôle ou même un simple amateur, ça peut être super intéressant je pense, de s'y essayer. Il y a l'audiobook que vous pouvez avoir gratuitement qui détaille un petit peu l'univers. Franchement, c'est très très sympa et j'espère que son projet aboutira. On croise les doigts dans toute l'équipe. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la pop culture en France le 2 juillet 2003 pour Hulk. Donc vous aurez l'épisode lundi de cette partie formidable de la France à cette époque, et également donc notre avis, l'histoire du film Hulk de Ang Lee, un film incroyable. Donc comme on l'avait expliqué sur Twitter, c'est un putain de contender pour le bas du classement, un film assez épouvantable, mais on vous détaillera un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit épouvantable et surtout qu'est-ce qu'on en a pensé et quelle analyse on en fait par rapport à ce chef-d'œuvre du cinéma américain. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine. Retrouvez tous les épisodes de RVLT sur retourvalturfu.com et également les épisodes du début de la fin de notre podcast sur les séries télé. rvturfu@gmail.com pour réagir à cet épisode et bien sûr partager le podcast si ça vous a plu, si vous venez de découvrir et que voilà quoi. J'ai envie de vous dire salut.